levier, surtout pas sur les actions, ça sert à rien. Les volatilités sont très importantes, hein. On n'avait pas des volatilités comme ça il y a une époque. Mais sauf qu'il y avait des mieux en tendance déjà. Les tendances qui étaient plus définies, du coup on pouvait. C'était plus facile. Enfin, moi j'ai l'impression que j'avais. Parce que là ça bouge dans tous les sens en fait. Vous savez, moi j'ai connu des moments terribles. Hein. Je pense que, je ne vais pas dire que j'ai tout vu, mais pour 30 ans, j'en ai quand même vu des vertes et des pas mûres. Hein. J'ai vu des marchés monter de 10 et perdre 12 en 2 minutes. Ouais. Pas mal, ça. Et le show, par exemple, c'était Saddam Hussein en 91 avait dit nous allons nous retirer du Koweït. À ce moment-là, le marché prend 10. Puis à la fin de la phrase, il a fini 30 secondes plus tard. À condition que les États-Unis se retirent d'Arabie Saoudite. Et là, boum, moins 12. Plus 10, moins 12. C'est rapide. Ah oui, c'était rapide, ça avait duré 2 minutes. Il était 14 heures. C'est ce truc qu'on s'en souvient toute sa vie. Je me souviens, 14 heures, Saddam Hussein va parler, tous les marchés s'arrêtent, il était à cri à l'époque. Moi, c'était l'effondrement des tours que je me souviens parce que j'étais en train de trader. Non, ça n'a pas beaucoup bougé. Là, moi, j'ai vu mon portefeuille qui a fait comme ça. J'étais en train de voir mon portefeuille qui fondait, je ne comprenais pas pourquoi. Et Vous savez, j'ai noté là, en temps réel ce que je ressentais à ce moment-là. J'ai écrit sur un cahier ce que je ressentais. J'ai fait souvent ça pour bien garder la mémoire des choses. Et non, ça n'a pas fait plus 10 moins 10, des choses comme ça, ça a été beaucoup plus. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a fait un coup. Et je comprenais pas trop. Mais il y en a d'autres, ça leur a fait un gros choc aussi. Ouais. Je comprenais pas trop et j'ai allumé la télé en urgence et tout. Et puis j'ai vu tout s'effondrer en direct. Et puis je regardais mes cours qui faisaient comme ça. Vous savez, ce jour-là, il y a un gars fait sur le marché, qui était au téléphone avec vous savez, des maisons de bourse pour des sièges en France, aux États-Unis, etc. Et il était au téléphone, en boîte, on appelait ça en boîte, c'est-à-dire qu'on s'appelait à l'époque, on avait une liaison permanente. Oui. Tout d'un coup, il entend un genre de putain, on va mourir, un truc comme ça. Enfin, il entend un truc comme ça. Donc gueuler un truc, vraiment gueuler un truc. Quoi. Et puis, silence radio. Et le mec, en fait, il a vu l'avion, probablement, c'est magique. À ce moment-là, il devait être au téléphone, il a vu l'avion arriver en pleine tête. L'autre, en France, il ne savait pas ce qui se passait. C'est vraiment fort, ça. Après, trader, quand tu sais que tu as des copains qui sont en train de mourir, c'est difficile. Non, mais surtout là, tu comprends pas ça. J'ai du mal à trader, hein, je vous le garantis. Hein. J'étais vendeur, je me souviens. J'étais vendeur. Alors, je suis 4000 et quelques, 4004. Non, moi j'étais à l'achat, c'était vrai. Ah, mais attends, c'était baissière. Ouais. Parce que moi, je jouais pas à la baisse, je jouais qu'à la hausse. Je savais pas jouer à la baisse du tout. Non, j'étais vendeur. Je me souviens bien. J'aurais été top, peut-être à la bonne place. Alors on gagnait, puis on se disait, mais c'est terrible ce qui se passe. Question qu'on se posait sur le premier avion, notamment, en disant, c'est un accident. C'est pas possible, c'est pas un accident, c'est pas possible. Après, quand il y a eu le deuxième avion, alors c'était plus un accident, puis après, dans l'histoire du Pentagone, là, c'était un peu bizarre. Et il y avait un. C'était bizarre. Et les copains, je les ai eus 8-10 jours après, je ne me souviens plus combien ça a duré, mais ça a mis du temps pour les avoir au téléphone, tout ça, parce que il n'y avait plus de bureau, plus rien, tout le quartier était bouclé. Non, c'était spécial, c'était une époque particulière. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir. Allez-y, posez des questions. La stratégie que vous utilisez tous les jours sur le forum, c'est une stratégie que vous avez qui est discrétionnaire ou sinon c'est une stratégie précise. Ah non, c'est pas automatisé. Non. Ça n'existe pas, ça marche pas. Pas automatisé, mais je veux dire mécanique, quoi. Ouais, il faut être le plus systématique possible. De toute façon, j'insiste beaucoup lorsque je propose des méthodes, on va dire. Il y a à la fois une méthode technique et une méthode comportementale. Dans le comportemental, il y a la systématisation du comportement avec des règles strictes quand même. Et j'insiste sur le côté praticable de la stratégie. C'est-à-dire que souvent, je vois des gens qui viennent me voir en me disant « Bon Jean-Louis, voilà, j'ai une stratégie, qu'est-ce que tu en penses? Je te montre, le résultat, tu as vu, c'est positif, etc. » Donc je regarde et je dis « Non, c'est pas bon. »
Les gens ne sont pas contents. Ils disent ah t'exagères, regarde ça gagne. Oui mais c'est pas praticable par quelqu'un, je dirais, normalement constitué. Enfin, bon, pas rentrer en détail, mais si on a par exemple un trade par jour ou deux ou trois par jour, pour moi c'est pas, pour quelqu'un qui fait de l'intraday, c'est pas concevable. Moi il faut mettre au point des techniques intraday, si on travaille en intraday bien sûr, sauf ça ne serait pas le cas pour vous. Sur les options, on pourrait prendre des techniques justement où on laisse sécher, où à la limite on attend que le temps passe et on gagne ce qu'on appelle du θ, du temps. Là par exemple, sur une des techniques de trading intraday, il faut au moins 4, 5, 10 peut-être opportunités potentielles dans la journée, sinon on pète les plombs. Donc la praticabilité d'une stratégie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Avec ce côté justement, savoir que déjà la gestion du temps, c'est quelque chose de compliqué. Savoir ce qui fait qu'en bourse, par exemple, les gens se fatiguent très très vite, s'épuisent. C'est qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont prendre position, ils ne savent pas combien cette position va durer de temps, ils ne savent pas s'ils vont gagner, s'ils vont perdre, bien sûr. Mais quand ils ont perdu, par exemple, c'est encore plus difficile que quand ils ont gagné, encore que ils perdent, et puis ils ne savent pas dans combien de temps ils vont reprendre position, ils ne savent pas, ils veulent se refaire donc plus ou moins vite, etc. Donc tout ça, ça entraîne un comportement mental très, très perturbant, ça fatigue et ça épuise. Donc il faut systématiser le comportement, mais bon, il y a tout un équilibre à trouver entre la technique et le mental. Ouais, donc c'est pas du 10 discrétionnaire. par jour, c'est une stratégie de scalp en fait sur le forum. Scalp. Moi je suis capable de gagner. Dites-vous bien de choses. Par exemple là, il y a un mouvement, on a eu un mouvement de 100 points aujourd'hui. Enfin pas 100 points, mais 100 points de remontée là. Non, c'est au plus bas pratiquement. Donc là, on va dire qu'on a un mouvement, on est parti de 3100, moi j'ai déclenché une vente sous 3100 ce matin. On est à 3030, j'ai toujours un solde. Donc autant sur une partie, oui, je vais peut-être prendre des gains, etc. Il y a toujours un solde qui va traîner. Et parfois, ça m'arrive de garder des soldes de position sur 300-400 points. Mais je l'ai annoncé sur BFM souvent, des trucs incroyables. Mais après, les gens oublient. Bon, d'abord, ils oublient quand les gens disent des bêtises, mais ils oublient aussi quand... Mais moi, je joue de la tendance. Non, je suis capable de faire 200, 300, 400 points. Par exemple, depuis le 3006, où j'avais joué le fait qu'on était sur un top, moi, je l'ai écrit moins fort que l'année dernière quand j'ai dit 4150 vendez tout, et j'ai insisté pendant, parce que ça durait plus longtemps, c'est pour ça aussi. Donc vous m'avez entendu, peut-être, non, quelqu'un m'a entendu l'année dernière, 4150, j'ai insisté en disant vendez tout, c'est probablement le top de l'année, tatati, tatata, je l'ai dit, mais je te dis pendant 8 jours, 8-10 jours. Avant l'été, c'est ça? C'était au plus haut au début de l'année. Ah oui, bien avant l'été. Et d'ailleurs, juste avant l'été, pendant le mois de juillet, moi j'étais vendeur, et là, j'ai dit le 28 juillet avant de partir en vacances, attention, la situation dégénère. Enfin, tout ce que je vous dis là, attention, hein, c'est vérifiable parce que c'est écrit et envoyé. Hein. Donc tout est écrit, les clients l'ont reçu. Hein. Et donc là, je disais attention, un changement de psychologie très négatif, attention, ça risque de baisser fort. Alors qu'avant, je n'étais pas trop. À chaque fois, j'ai fait racheter les positions. Fukushima, par exemple, ça a été extraordinaire pour moi. Donc, non, c'est pas du discrétionnaire, c'est technique. Il y a un peu de tout. Et du coup, c'est pas que du scalp, je veux dire, c'est du court terme, du moyen terme, je suis du long terme, je laisse porter des positions. Là, je prends des positions déjà sur des échéances septembre, décembre. Attention, j'ai commencé. J'ai commencé. Là, je suis sur, par exemple, les options, je suis sur juin. Et là, j'ai ramassé, par exemple, aujourd'hui des calls. Là, on était sur un point bas, je pense, à 3000. Là, on est à 3037. Donc, autour de 3030, c'est un point bas possible. Hein, possible hein. Pour l'instant, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit 3045 possible. En 3045, moins 60, hein, parce que maintenant, on est sur un contrat futur en mai. Là. Donc, ça veut dire 2985. Donc, on peut aller chercher 2985. Parce qu'avant, c'était 3045. Il faut enlever 60 points, les dividendes. Donc là, on n'est pas loin peut-être d'un potentiel épuisé à la baisse. Donc je commence à racheter des calls que j'ai vendus il y a déjà plusieurs mois.
les calls que j'ai vendus à 170, 180, et là aujourd'hui ils valent 22. Et comme c'est échéance juin, je préfère sortir. Et là je revends des échéances au septembre. Là je suis plutôt vendeur de put, parce qu'on est sur des points bas. Donc après je fais des décalés. Je vends de la vol, je travaille beaucoup la volatilité des marchés. Et en faisant comme ça, alors, moi j'avais fait un petit compte pour montrer justement à des gens qui démarraient avec une petite somme ce qu'on pouvait faire tranquillement, mais d'une manière tranquille et sûre. Non, alors, mon portefeuille, ce sont de mes comptes, hein, j'en ai pas mal des comptes, j'ai une dizaine de comptes. Hein? C'est? C'est oui, ça fait longtemps. Je vais dire au revoir. Ça existe. Salut, ça va bientôt. Ouais, bonne soirée. Ouais, tu viens quand? Mercredi ou jeudi? Fin de journée. Ok, n'oublie pas la bouteille. Ouais, ouais. Salut Florent, ciao. Allez, au revoir tout le monde. Ouais, salut. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Alors, et par exemple. Pourquoi je vous montrais ça déjà? On parlait de quoi là? C'est possible de faire. Vous voyez? Voilà. 20 000, 190 000, tranquillement. En 4 ans, en 5 ans de galère, là, le marché. Alors, dès que vous n'avez pas de volatilité, le marché, mon portefeuille monte d'une manière extrêmement régulière. Par contre, ça, c'est des crash tests, c'est-à-dire que la caractéristique des options, c'est qu'on vous réclame parfois des couvertures extrêmement puissantes, importantes. Et surtout, on essaye de voir si vous êtes capable de payer les pires des situations. En général, évidemment, si vous avez la couverture, et je l'avais, et là encore plus, donc j'étais très très à l'abri d'un problème quelconque de couverture. Les options, il faut de la couverture, c'est primordial. Donc du coup, après, ça remonte assez vite, parce que dès qu'il y a des baisses de volatilité, ça remonte. Voilà. Ça, c'est un vrai portefeuille, hein, c'est pas fictif. Mais comme j'ai mis très peu d'argent, aujourd'hui, ça fait 192 000 euros, mais ça commence un petit peu à faire, mais c'est quand même assez négligeable. Donc, j'ai pas besoin de retirer d'argent pour payer les impôts, etc. Moi, tout est déclaré. Et ça, c'est combien de temps de travail? Enfin, je veux dire, vous êtes tous les Mais ça, c'est un peu ce que je lui proposais. Non, très cool. C'est ça. 1 heure par jour. Ça, c'est parfois rien du tout, parfois une Enfin, heure. j'arrête là, quoi. Non, enfin. Partir en vacances tranquillement. Ah ben là, je suis parti en vacances, d'ailleurs, ça se voit. Non, mais je ne touche à rien. Mais j'ai même pas protégé là. Mais bon, là, c'est vraiment un cas un peu extrême. Mais oui, après, ça s'est calmé. Le marché n'a pas bougé. Hein. Le marché est tombé à 2009. Vous savez, j'avais dit à la fin de l'année 2011, j'avais dit, moi, l'idéal pour moi, c'est qu'il finisse à 3000. Et en fait, ça remontait très vite. Et oui, on était plus haut qu'avant, alors que le marché est passé de 3000. J'ai rien touché pratiquement, pas grand-chose. Je m'en suis occupé un petit peu en septembre-octobre, mais pas trop de ce compte-là. C'est pas un compte de trading, hein. C'est quand même ABS, c'est pas un broker qui permet de travailler extrêmement rapidement, c'est un broker qui est très bien renseigné au niveau des portefeuilles, des risques, des couvertures. Il y a beaucoup de choses très intéressantes au niveau du renseignement qu'on peut obtenir de la plateforme. Mais pour passer un ordre, il faut quand même un certain nombre de secondes. Alors tout ce qui est par contre trading rapide, je le fais sur une autre plateforme où il me faut à peu près un dixième de seconde pour passer un ordre. Vous voyez, pour acheter, pour vendre, il me faut un dixième de seconde. Enfin c'est immédiat, quasi immédiat. Et pour annuler cet ordre, je clique, one click, et c'est annulé. Bon, on peut le faire chez beaucoup de brokers, hein, enfin chez quelques-uns en tout cas. En France, il n'y a pas vraiment de brokers qui proposent ça. Donc là, il faut aller chercher les brokers étrangers. À vous de faire attention à qui vous travaillez aussi. Enfin, c'est pas le but de la journée, mais... Pardon. Je voudrais juste par rapport à ce que vous avez dit, la couverture, je n'ai pas compris en quoi ça a influé sur Parce qu'à un le moment Dragon, donné, par exemple. À un moment donné, si vous voulez, le marché dit la chose suivante, en gros. Vous avez pris une position, il vous faut 500 € de couverture, par exemple. Et si le marché se casse la figure, on va vous obliger à augmenter cette couverture, imaginons à 2000 €. Mais cette couverture est comptée dans la valorisation.
problème, c'est qu'on va vous obliger, entre guillemets, ils vont faire des tests, en fait, pour voir des tests de résistance, hein, c'est vraiment ça, là-dessus. On va vous dire, pouvez-vous racheter ces options dans les pires conditions qui sont actuellement les conditions en cours. Déjà, ils vont vous faire racheter ces options dans une situation catastrophique. Et ils vont établir des scénarios probabilistes, des scénarios, pas de probabilistes, mais des scénarios de couverture qui sont les suivants. Vous allez voir, il y a, lorsque vous faites des options, je vous montre ça vite fait, hein, après on passe à autre chose. Là, vous avez par exemple la prise de risque. Vous avez ici 16 scénarios possibles et qui sont pour lesquels on vous calcule des couvertures. Et à chaque fois, on prend la couverture maximum. Vous voyez, par exemple, là en l'occurrence, si vous prenez une position à la vente sur ce marché, ils vont dire, voilà, scénario numéro 11, sous-jacent en hausse de 10%, une variation de volatilité de 1. Donc si vous vendez des calls, on va vous appeler 1775,113 euros de couverture. Donc voilà. Et ça, ils augmentent donc sous-jacent en hausse de 10% par rapport à déjà des situations extrêmes. Ils ajoutent ils essaient de. En gros, le but du jeu, c'est vous ne devez pas représenter un risque pour le marché. Donc on vérifie en permanence que vous avez les moyens de faire face demain à une dégradation de la situation. Voyez-vous ? Et ça, les options, on peut gagner beaucoup d'argent avec les options. Il y a de l'argent à faire. À condition d'être toujours raisonnable dans ses prises de position. Voilà. Enfin, il faut savoir bien et surtout ne pas en faire trop. Et donc ça, c'est défini par le contrat que vous signez au départ avec votre broker, si on appelle ça un broker dans le cadre d'options spécifiques. Je ne connais pas ABS par exemple. Ça c'est pour direct ABS. D'accord. Et donc ça, c'est spécifié dans le contrat ou c'est par rapport à un organisme de régulation derrière Nice Euronext. C'est Nice Euronext qui impose ça en fait. C'est Nice Euronext qui impose ça. Le broker, lui, il est chargé d'appliquer la réglementation. Ok. Bon Direct est adhérent à Nice Euronext. De toute façon, il lui-même est contrôlé. Nice Euronext fixe des règles de marché. Et les différents intervenants doivent se plier à ces règles de marché. Donc le broker fait respecter ces règles de marché. Voilà. Alors après, le broker peut demander davantage de couverture ou pas. Ça le regarde. Mais moi, je dis aux gens, de toute façon, à partir du moment où vous allez faire des options, il va falloir des couvertures quand même suffisamment importantes pour faire face à des risques éventuellement. Ça, c'est possible de le faire d'une manière très très cool. Okay. Voilà. Là, ça remonte un peu. Voilà, tiens, 3050. Et l'euro-dollar, là, il tient bien l'euro-dollar. Il est à 1,31,37. Il n'arrive pas à casser. Il est pas mal. Un 33,30. Hein? Un 33,30. Ah, ce matin, celui qui était avec moi sur BFM, il était plutôt très baissier. Hein. Moi, j'étais plutôt neutre. En disant qu'on est toujours un petit peu un biais haussier. Vous pensez que c'est toujours dû au rachat éventuellement de banques centrales comme la BNS qui rachète de l'euro? Je ne connais pas la BNS. La Banque nationale suisse? Je ne connais pas. Les Suisses, je ne connais pas. SNB? Non. Non. Ça m'intéresse pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Non, mais voilà. Typiquement, moi, je regarde un marché sur le niveau technique. Je m'en fous des histoires de tous les baratins que je vais entendre. Surtout à la télé, à la radio. Donc je n'écoute pas la télé ni la radio. Tout ce qu'on peut raconter au niveau fondamental, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Maintenant, oui, on peut avoir des idées sur l'état du marché, enfin sur le contexte dans lequel on évolue. Et je crois qu'il y a des enjeux qui sont tellement plus importants que ça. Au niveau risque, sur les différentes dettes de tous les pays, enfin bon. Le bordel ambiant que tout le monde connaît depuis maintenant quelques années, ce que fait la BNS ou ce que fera pas la BNS, je pense que, je sais pas, on fout un peu. La dernière fois, ils ont cassé des 1,20, ils ont tapé le plancher, puis ils se sont dit comme bon, alors, ils ont fait quoi? Ils n'étaient pas là, ils étaient malades, ils avaient oublié de passer les ordres, ils avaient. Oui, il paraît qu'il y a une histoire de, entre guillemets, de cours par rapport aux plateformes de banque, EBS. Un petit delta, quelque chose comme ça. Le cours a été
pris en compte après, leur seuil limite. Moi, j'ai une approche technique des marchés, voilà, je suis technique, je sais être technique, et c'est comme ça que je travaille depuis 30 ans, donc après, vous êtes dans le métier, non? Non, du tout. Je l'apprends comme ça. C'est vrai que le technique, je pense qu'après, c'est quelque chose qui marche aussi, parce que tout le monde l'utilise normalement. Donc, après, c'est la prophétie autoréalisatrice, je dirais peut-être. Je crois pas. Non, enfin, je sais pas le fait que tout le monde. Parce qu'il y a autant d'avis techniques qu'il y a d'avis fondamentaux. Hein. Ouais, c'est ça. Et je pense que... C'est vraiment d'écart. Je suis persuadé d'une chose, c'est que pour faire une bonne analyse technique, il faut parfaitement connaître le fonctionnement des marchés. Et qui aujourd'hui connaît parfaitement le fonctionnement de tous les marchés? Non, c'est plutôt les professionnels. Enfin, je parle. Je dis bien, qui connaît parfaitement le fonctionnement de tous les marchés, y compris parmi les professionnels? Il y en a très peu. Très peu. Et c'est ça que vous ignorez, c'est ça que vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire que des gens qui ont à la fois une connaissance mais vraiment parfaite du trading et des marchés dérivés, des marchés cash, des options, des futurs, des actions, tout. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, l'expérience m'en a pas fait rencontrer beaucoup. Ouais, ils sont toujours spécialisés sur un thème, action, futur, Ouais, option. le problème, c'est que pour comprendre l'état psychologique du marché, il faut comprendre les règles. Enfin, les règles sont importantes puisqu'elles vont dicter les obligations de chacun des participants. Donc, il faut bien. Après, il y a des règles de marché, puis des règles psychologiques, on va dire, des règles de timing, par exemple, aussi. Le fait que sur les marchés financiers, il y a des deadlines pour des opérations, y compris des opérations de compensation, pour les différents... Et puis, savoir qui fait quoi, et qui fait des choses pas forcément, on va dire, autorisées, et qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça passe. Rien que ça, déjà, c'est provocateur, mais bon, c'est pas l'élément le plus important, mais ça fait partie des opérations qui doivent être débouclées avant une certaine heure, par exemple. Parce qu'il y en a qui font, par exemple, de la spéculation sans avoir vraiment le droit, mais tout en pouvant un petit peu le faire quand même, si c'est à la marge, et qui doivent absolument déboucler, soit avant 17h35, soit avant 18h15, ça dépend des règles internes dans lesquelles ils sont. Si c'est sur les futurs, par exemple, voilà, il y a des choses comme ça à connaître, quoi. Je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Vous, ce que vous faites, c'est proche de ce qu'on fait en salle de marché chez des banques, des choses comme ça, ou c'est vraiment une approche différente à votre avis, ce qui est fait là-bas? Si vous en savez plus, que je crois pas que vous aviez travaillé dans des salles de marché pour des banques, des choses comme ça, ou pas du tout? Toujours être indépendant. Ouais, et justement, vous pensez qu'il y a une vraie... Je suppose que vous avez des contacts, des choses comme ça, c'est à peu près le même métier ou c'est vraiment différent ce qui est fait dans les banques? Il y a plein de métiers. Moi, je suis trader directionnel. D'accord? Je suis pas Alors, les traders directionnels dans les banques, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Vous voyez la différence entre le trading d'arbitrage et le trading directionnel. Parier sur le fait que... prendre un pari sur le fait que ça puisse monter ou baisser. Les banques, c'est plutôt de l'arbitrage qu'ils vont faire. Ils vont plutôt arbitrer. Le trading directionnel, on va dire que l'investissement, ils vont le faire pour vous, et eux, ils vont faire tourner la machine à spéculer pendant ce temps-là. Pour eux. On peut dire ça comme ça aussi. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est du directionnel. Donc, je fais beaucoup d'arbitrage aussi, mais basé sur du directionnel. Vous dites du directionnel, c'est-à-dire que vous suivez la tendance. Je prends des positions, donc je suis les tendances. Je suis en delta, quoi. J'essaye de jouer soit la hausse, soit la baisse. Je suis pas en delta, je suis pas en delta nul, quoi. Je suis en risque. Non, mais je sais ce qu'ils font, bien sûr, parce que j'ai formé pas mal de gens qui sont traders. Et dans les années 80, jusque dans les années 90, j'avais mon bureau chez des brokers donc, qui me disaient, venez chez nous, il y a du feu, on vous donne tout ce que vous voulez pour trader, quoi. Donc bon, je sais comment ça marche. Enfin,
même si le métier a terriblement évolué, on est passé de la préhistoire dans les années 80 à la haute technologie dans les années 2000. Quoi. Ça a terriblement changé. Terriblement changé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre conscience que la bourse, c'est avant tout un outil pour gagner de l'argent plutôt qu'une représentation d'une économie. Ce sont des outils techniques. Il faut bien les connaître. Je trouve que c'est très important. De toute façon, avoir une éducation, on va dire, boursière, c'est chercher à comprendre le fonctionnement des différents marchés, comprendre l'interaction des différents marchés entre eux, notamment options, futures, actions. C'est primordial. Sinon, on ne peut pas expliquer les variations que l'on rencontre parfois en une ou deux. Fondamentalement, on ne peut pas les expliquer en tout cas. Ça ne sert à rien. A posteriori, évidemment, on pourra toujours le faire. On peut toujours trouver une news qui va faire que oui, c'est monté grâce à ça ou ça a baissé grâce à ça, mais en définitive, c'est pas du tout ça le vrai déclencheur, il n'est pas là. Il ne faut pas aller le chercher là. Question? Oui. Allez. Je voulais savoir si le marché panaméricain vous intéressait, si Non. vous travaillez essentiellement sur les marchés français. Ouais, j'ai pas le temps. Je dors un peu la nuit. J'essaye. Enfin, à une époque. Ça vous intéresse dans le sens où est-ce que vous avez la curiosité de lire des articles ou de marché américain? Non, je ne lis rien, je regarde rien. Ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je peux pas tout faire. Donc, en ayant une approche technique, c'est pas utile, on va dire. Maintenant, je sais, je connais le contexte dans lequel on est. Déjà, avant même qu'on parle de subprime, entre nous, on en parlait, on disait, mais ça va pas, il y a un problème, qu'est-ce qu'ils foutent avec ces trucs-là, ça va nous péter au nez, etc. Bon. Mais, évidemment, le matin, avant de prendre position sur le futur, je regarde l'ambiance générale, ce qu'a fait le SPI durant la nuit. Mais Dow Jones, la dernière fois que j'ai dû le regarder, je sais pas, c'était à l'époque de Top Wall Street, dans les années 80, quoi. Quand je vois que les gens parlent du Dow Jones à la télé et à la radio, Dow Jones, j'ai jamais regardé ce truc-là. Les marchés latins. Je regarde le SPI 500, quoi. Standard & Poor's. Comment? Les marchés latins d'Amérique du Sud. Faut faire. Je travaille pas dessus. Moi, en gros, je ne regarde que ce que je travaille, d'accord? Partant du principe que, de toute façon, tout est dans la courbe et à moins de lire. Par contre, pour interpréter la courbe étant un message codé, il faut avoir les moyens de décrypter, et il faut avoir le décodeur pour comprendre ce que dit une courbe. Un peu comme certains vont trouver un message derrière un tableau, moi ça serait derrière une courbe. Et pour atteindre par contre l'excellence là-dedans, l'expertise, il faut vraiment bouffer